Bonjour à tous et bienvenue à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, dans le cadre des entretiens de la Voix des génies sur les sciences et la musique. Les sciences et la musique sont souvent deux domaines qui paraissent très souvent éloignés. Et l'objectif de la Voix des génies, aujourd'hui, c'est de vous montrer comment ces deux domaines peuvent être intimement liés. Et aujourd'hui, nous avons un entretien avec une personne qui nous a accompagnés depuis des années dans nos initiatives scientifiques, le Symposium 2024 notamment. J'appelle ici le docteur Christian Ayom. Bonjour, docteur. Bonjour. Je rappelle que vous êtes enseignant à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Douala et médecin psychiatre à l'hôpital Akinchini. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Bon, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le thème musicothérapie dans la psychiatrie. Je voudrais d'entrée de jeu vous poser une question. Quelle est concrètement la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute? Ce sont des termes qui sont souvent rapprochés, mais quelle est concrètement la différence? Alors, la différence entre un médecin psychiatre, disons-le ainsi, un psychologue et un psychothérapeute, elle est simple. Elle tient du fait que le médecin psychiatre est d'abord médecin, c'est-à-dire qu'il a fait une faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques comme la nôtre pendant 7 ans. Il a un diplôme de docteur en médecine et ensuite il va faire 4 ans de spécialisation comme un pédiatre, comme un gynéco, comme un chirurgien et tout. Et après les 4 ans, il est médecin et il est psychiatre. Le psychologue, quant à lui, va passer son baccalauréat et va s'inscrire en faculté des lettres au département de psychologie, dans lequel pendant 5 ans, il va suivre des études de psychologie. Il va donc être psychologue social, psychologue du travail, psychologue clinicien. Mais ça, après les 5 ans, il aura quand même 800 heures de stage à faire auprès d'un maître qui va valider son stage. Donc on peut tout à fait être médecin et décider d'aller faire psychologie. Mais très souvent, le psychologue n'est pas médecin. Alors maintenant, du psychiatre et du psychologue, celui qui va apprendre à faire des thérapies, des techniques de traitement liées à la psy, ben on va l'appeler psychothérapeute. C'est ça la différence. Ok, d'accord, merci. Comme je l'ai dit en entame, nous allons nous entretenir sur le thème musicothérapie en psychiatrie. Pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que la musicothérapie, docteur? Alors, la musicothérapie, pour la définir, il faut scinder le mot en deux parties. Il y a le mot musique dans un sens, il y a le mot thérapie dans l'autre. Et il faut se dire que c'est une thérapie qui est adossée à l'utilisation technique de la médecine, de la musique, je veux dire. Disons que la musique peut être écoutée avec une certaine distance, elle peut être écoutée avec une certaine spontanéité, mais dans le cadre de la musicothérapie, la musique est utilisée pour mettre en mouvement la situation de la personne pour passer de ce qui peut être une souffrance, une maladie, à ce qui est une forme de guérison. Donc c'est une sorte de thérapie adossée à la musique dont le but est, de manière organisée et structurée, d'apporter le soulagement d'une certaine souffrance. Au-delà de l'aspect musical de la chose, quelle est concrètement la différence avec les autres approches de traitement en psychiatrie, au-delà de l'approche Alors, disons que la psychiatrie étant à la base un domaine médical, la psychiatrie peut justement se faire teinter des approches médico-centrées, centrées sur le médicament, des approches hospitalo-centrées, centrées sur l'hôpital, et donc des approches qui sont plus pharmaceutiques qu'autre chose, plus technologiques qu'autre chose. Maintenant, la musicothérapie va être de ce pan-là qui ne se veut pas chimique, mais qui se veut, disons, plutôt qui se veut plutôt psychosocial, dans le fait qu'on peut utiliser quelque chose qui habituellement est produit naturellement, naturellement, sans industrie. Cette chose-là peut être utilisée et peut venir mobiliser le bien-être, l'état de bien-être de la personne, l'état de mal-être de la personne. Ok, pour entrer dans le vif du sujet, comment concrètement la musique agit sur notre esprit? Quel est le mécanisme qui est mis en place lorsque nous sommes dans une thérapie avec de musicothérapie? Oui. Comment la musique agit-elle sur notre esprit? Alors, il faut noter que la musique est un instrument qui, je vais dire, c'est un outil. Je dis instrument parce que c'est un outil qui va nous traverser par deux voies. Premièrement, par la voie de l'ouïe, de l'audition, mais aussi par la voie du tactile, parce que le baffle qui va émettre du son va agir sur notre corps, va agir sur les percepteurs qui sont enfouis dans nos articulations et sous notre peau. Maintenant, la voie principale, évidemment, c'est la voie de l'audition. Donc, quand nous allons entendre la musique, elle va percuter certaines zones du cerveau qui sont les porteuses de ce qui s'appelle le système émotionnel. C'est-à-dire que c'est dans ces zones-là que nous allons traiter les informations pour qu'à un moment donné apparaissent comme une sorte de production
la peur, la tristesse, la colère ou la joie, pour ne parler que de ces émotions-là. Donc la musique, quand on va l'entendre, elle va aller agir de manière à faire vibrer certaines zones du cerveau pour pouvoir justement permettre qu'un certain état d'être se mette en place. Et c'est comme ça qu'elle va agir selon qu'elle est de telle ou telle forme, selon qu'elle est écoutée de telle ou telle manière. Puisque la base de cette thérapie, c'est la musique, est-ce qu'il y a des styles musicaux qui sont plus efficaces que d'autres pour le patient? Alors, c'est extrêmement... oui, oui, je vais dire oui d'emblée, mais disons que c'est extrêmement relatif. Bon, je prends un exemple. Oui, Quelqu'un qui écoute le mbolé de voilà, manière naturelle, oui. quelqu'un qui écoute de la musique de Richard Bona. Quelle musique, par exemple, quel style musical peut être le plus approprié pour la personne qui est en Alors, thérapie? le plus intéressant et le plus difficile aussi en même temps, c'est que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire ainsi de manière absolue. Ce ne sera pas de manière absolue parce que le mbolé aura une action sur vous qui n'aura pas forcément sur moi, selon que j'ai grandi en Vogada ou que j'ai grandi à PK17 à Douala. Le mbolé aura peut-être un effet sur moi le lundi qui n'a pas le dimanche, parce que dimanche, je suis plutôt en mode relaxation et détente. Et puis le même bolé aura peut-être un effet aujourd'hui stimulant et demain plutôt encombrant. Et donc peut-être que finalement, c'est lié non seulement à la culture qu'on a, mais disons aussi au moment, à l'état d'âme du moment. Donc du coup, effectivement, la musique va mobiliser des choses, mais cette mobilisation sera non seulement en fonction du style de musique, du moment, mais aussi de l'état d'âme dans lequel la La personne. personne qui est le récepteur est dans ce moment-là. Donc cela veut dire que lorsque vous recevez un patient dans votre cabinet de psychiatrie, par Oui, exemple, vous commencez d'abord à retracer ses styles musicaux. oui. Comment concrètement se passe une séance de musicothérapie? Alors, la séance de musicothérapie commence bien avant la séance de musicothérapie pour dire que ben, la musicothérapie sera quand on va mettre la musique pour l'utiliser en thérapie, mais la musique arrive et va agir sur un terrain particulier. Alors, ce terrain, c'est un individu qui n'est pas qu'un corps, qui est un corps, mais qui est tout l'ensemble logiciel, donc qui est tout l'ensemble de pensées et d'émotions qui jouent en arrière-plan, mais qui est également tout l'ensemble culturel qui l'accompagne, c'est-à-dire que ses croyances et tout ce qu'il va apporter de non visible, mais qui a de l'effet sur lui. Et bien, tout ça doit être véritablement cartographié, doit être structuré pour qu'on puisse savoir que lui, il est de telle ou telle pensée, il est de tel ou tel courant. Et donc, quand ce courant-là est identifié, ben, on a maintenant la cartographie pour se répéter du terrain sur lequel la musique doit agir. Donc, on va aller choisir la musique adaptée et puis on va travailler en ayant même déjà, et ça je ne l'ai pas dit au départ, identifié et typer la problématique, le problème qui l'amène. Ce qui l'amène, pour l'un, c'est peut-être qu'il a perdu quelqu'un, pour l'autre, c'est qu'il a besoin d'énergie pour aller présenter son examen, et pour un tel, Ou c'est, bien voilà. pour quelqu'un, pour présenter une interview avec vous, peut-être, ça m'aurait été Pourquoi pas utile d'ailleurs, pourquoi pas, au oui. départ. Effectivement, mais je pense que vous étiez déjà plus préparé que nécessaire. Et donc, mais, techniquement, effectivement, on va aller cartographier et on va voir un peu, et c'est comme ça qu'on va définir donc. Alors maintenant, après, quand on a terminé non seulement de savoir quel est le terrain, quel est le problème, quel type de problème et quelle forme, quelle intensité de problème on va déterminer dans tout l'éventail des thérapies disponibles, parce qu'il y a les médicaments qui sont possibles, d'autres psychothérapies qui existent, de là. Et maintenant, dans le secteur de l'art-thérapie, on va dire quel est le niveau d'intervention qui est attendu de la musique. Et derrière, maintenant, on va pouvoir se fixer des objectifs en disant, voilà les objectifs, et on va définir les cibles dans ces objectifs. Voilà là où on doit toucher. On doit s'arranger pour qu'au bout de 5 séances, il soit comme ceci ou comme cela. Donc, on va mettre maintenant en jeu la musique dans un certain nombre de séances et on va réévaluer au début de chaque séance, est-ce que l'objectif qui a été atteint est atteint, est-ce qu'il est maintenu et de combien on doit continuer d'avancer pour arriver à destination dans l'objectif qui a été Vu prévu. cet angle, je suis sûr que ceux qui nous regardent actuellement se disent qu'une séance de musicothérapie peut faire 7 heures, 8 heures de temps. La personne, Oui. vu toutes ces étapes Hmm. mises en œuvre pour faire cette thérapie, ça veut dire qu'elle est assez longue. Oui, mais disons que là, j'ai plutôt parlé de séances conventionnelles, de séances qui sont plutôt structurées, comme on dit chez nous, de séances qui sont plutôt véritablement, qui s'adossent à une structure qu'on dirait evidence-based, basée un peu sur les preuves, quoi. Mais disons que le fait soi-même de mettre sa musique chez soi, de se mettre la musique ensemble, de l'écouter ensemble, de chanter, pourquoi pas, est déjà en soi une forme de thérapie.
et qui pourrait ne pas être aussi structuré que ce que j'ai dit, mais qui a son effet. D'ailleurs, on voit bien que tout le monde, quand ça ne va pas, quand on va à un mariage, quand on va à un deuil, c'est la musique qui va meubler tout le reste et qui va accompagner l'évolution des activités. Au-delà de cet aspect théorique de la chose, comment concrètement, Oui. lorsque j'écoute de la musique, ça me permet de réguler mon stress? Quels sont les mécanismes dans ma tête qui s'enclenchent et qui permettent que lorsque j'écoute une musique, par exemple, qui me plaît particulièrement, elle permet de m'apaiser lorsque je suis dans un moment de tristesse ou bien lors des mariages et tout. La musique permet de se sentir dans un autre état. Quel est le mécanisme exactement? Alors, il y a plusieurs mécanismes, mais disons qu'on va insister sur un ou deux mécanismes principaux. Le premier, c'est que la musique, c'est du son. Et le son, il a un état vibratoire qui va agir. Selon qu'il est en mineur ou en majeur, il aura forcément un effet. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire que j'entendrai une musique qui n'est même pas parolisée, il n'y a pas de parole, ou qui n'a même pas d'instrument conventionnel, mais c'est un son, c'est peut-être une musique de chant d'oiseau, de chant d'un quelconque animal, ben, ça aura un effet sur moi qui n'est pas négligeable. Maintenant, la musique telle que nous l'écoutons, qui est la musique conventionnelle, avec des mots, avec un texte, avec un rythme, Oui. ben, va certainement aller agir au fond de mon cerveau. Alors, je vais citer un ou deux organes. Oui. Il y a un organe en particulier dans le cerveau, un tout petit organe qui est en double, qui s'appelle amygdale. Cet organe-là, c'est lui qui est chargé de gérer essentiellement la peur. Il concentre la peur et il est à quelques millimètres d'un autre organe qui s'appelle hippocampe. Et l'hippocampe est la zone qui est le disque dur du cerveau. C'est là qu'on garde 90% de ce que nous mémorisons. Et donc, bizarrement, l'amygdale est juste à côté de l'hippocampe. Et juste au-dessus des deux, il y a un ensemble qui s'appelle le chef d'orchestre. Pour reprendre un terme un peu musical, le chef d'orchestre, c'est l'hypothalamus. C'est l'hypothalamus qui va, en pilotant l'hypophyse en dessous, envoyer les hormones qui vont médier ci et ça. Donc vous voyez que la proximité de ces choses fait que ce qui est entendu, quand ça traverse ces structures, ça va mettre un rythme. Et je vous rappelle déjà que on dit chez les médecins que le corps humain n'est médié que par de la chronobiologie. C'est-à-dire que les menstruations ont un rythme, la famine a un rythme, le sommeil a un rythme, la musique en face a un rythme. Et bien dans la rencontre des rythmes, il peut arriver que la mémoire doive jouer, parce que si j'ai mémorisé de ce rythme-là, ce qui me rappelle mon père, ma mère, mes amis d'enfance et tout, la musique qui va arriver aura donc la vibration qui va agir, mais également la mobilisation du système émotionnel, du système de pensée, du système de mémoire, système mnésique pour dire comme les autres, pour que l'individu se sente bien. Voilà. Et tout comme ça peut faire que l'individu se sente mal aussi. Parce qu'on peut aller toucher à des choses. Je voulais vous demander, effectivement. Comme la musique peut effectivement soigner, est-ce qu'elle peut faire également du mal? Oui, forcément, forcément. Écoutez, le cerveau humain fonctionne comme un petit téléphone qui arrive à deviner les mots. Vous voyez sur votre téléphone, si vous tapez « je vais écouter la voix des génies », je vais écouter la voix des génies en concert 2 fois, à la 10e fois, quand vous allez mettre « je vais écouter », le téléphone va suggérer la voix des génies. Ça s'appelle dans le jargon des informaticiens autocomplétion. C'est-à-dire que dès que vous introduisez la requête, on commence à vous suggérer quelque chose. Le cerveau fait ça déjà. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je sens l'odeur de certaines nourritures, je commence à saliver. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui est conscient chez moi. Mais il y a peut-être d'autres choses qui sont conscientes. Donc, quand j'entends certaines musiques, il y a forcément des répétitions, puisque je l'ai entendu plusieurs fois dans ma vie, cette musique, il y a des répétitions de conditionnement qui sont faites en interne. Et ces répétitions peuvent être positives ou négatives. Pourquoi dans les publicités, sinon? Pourquoi dans les publicités, il y a de la musique en fond sonore? Pourquoi dans le journal, à la télé? Pourquoi même les radios ont leur identité sonore Voilà, parce qu'on sait que la musique va jouer dans le système de rappel, dans le système d'induction de la mémoire. Ok. Parmi la bagatelle de troubles psychiques qui existent actuellement, quels sont les troubles qui bénéficient de plus de la musicothérapie? Alors moi, je vais dire que tous, mais le plus, puisque c'est là la question, moi je mettrais plutôt dans la musicothérapie, et d'ailleurs c'est ça qui est dans les troubles anxieux et dans les troubles de l'humeur. Alors je vais expliquer ça très rapidement. Les troubles anxieux, c'est les troubles qui sont liés à une mauvaise utilisation du logiciel de la peur. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'années, quand nos ancêtres devaient affronter les lions à main nue,
ils avaient rapidement compris qu'ils ne pouvaient pas courir aussi vite que le lion et qu'ils n'étaient pas aussi forts. Donc, il fallait jouer dans l'anticipation. Et un des logiciels les plus experts en anticipation, c'est le logiciel de la peur, qui accélère le cœur, dilate les yeux, dilate les narines pour qu'on s'échappe au maximum du danger. Et bien, quand la peur est calibrée sur le danger, petite peur, petit danger, moyenne peur, moyen danger, grande peur, grand danger, ben ça va. Mais il arrive que parfois, la peur soit excessive parce qu'on a été traumatisé, parce qu'on a été dans un gros accident. Maintenant, on anticipe trop avec le système d'autocomplétion dont je parlais tout à l'heure. On anticipe trop sur la peur. Ben, cette anticipation est un mauvais rythme. La peur est mal rythmée par rapport à la réalité d'en face. La musique a l'avantage qu'elle a un rythme, donc elle va permettre qu'on aide l'individu qui est anxieux à aller calibrer son rythme sur ce qui est nécessaire. C'est donc pour ça que dans les troubles anxieux, effectivement, la musique peut avoir son impact, la musicothérapie est bonne là-dedans. Mais en deuxième et dernière partie, les troubles de l'humeur, en particulier, le trouble qui s'appelle le trouble dépressif. Alors, c'est 3 choses de trouble dépressif. C'est une tristesse qui dure pendant plus de 14 jours, c'est l'absence de plaisir et c'est un ralentissement dans le débit des idées. On ralentit, on n'a que des idées noires et des idées négatives. Et bien, la musique vient, quand il y a ralentissement, mettre un peu plus de rythme, adapter le rythme, réveiller dans la mémoire les choses positives. Parce que la musique qui était gardienne de choses positives dans le passé, va être utilisée maintenant pour aller réactiver ces choses positives et les remettre un peu dans le champ de la conscience, dans l'espace de travail du cerveau pour que le cerveau ne soit plus piégé par les choses négatives. Voilà, donc c'est essentiellement dans les troubles anxieux et dans les troubles dépressifs. Ok. Est-ce qu'il y a une cartographie de la population qui est plus à même à voir les effets positifs de la musicothérapie? Je m'explique. Est-ce que des personnes âgées ou des enfants, est-ce que sur les 2 catégories de population, laquelle reçoit le plus les effets positifs de cette approche? Non, mais finalement, tout le monde reçoit. Écoutez, même les fœtus dans le ventre de leur maman, on ressent l'effet. Ils n'ont pas encore ces souvenirs-là. S'ils sont dans le ventre... Alors, c'est là qu'intervient justement la vibration dont je parlais. Parce que la vibration va intervenir, parce que selon que c'est une musique de telle ou telle gamme, de tel ou tel machin, elle aura un effet. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas croire que la mémoire ne commence que quand on est né. Parce que même dans le ventre, il y a de la mémoire. C'est-à-dire qu'entre l'enfant qui a l'âge de 7 mois et l'enfant qui a l'âge de 9 mois, dans le ventre, le fœtus, je veux dire, il y a forcément quelque chose qu'il apprend. Il apprend que quand maman dort, elle ne bouge plus. Il entend le cœur battre plus bas. Il entend le cœur pas loin de lui. Et il remarque bien qu'il a eu un choc. Il remarque bien tel ou tel. Donc, la mémoire fonctionne déjà à ce moment. Mais du fœtus à la personne qui est à la veille, d'ailleurs, si vous permettez, je vais citer un travail qui a été fait par le docteur Niba, qui a été fait pour sa thèse de doctorat, qui a été dirigé par certains d'entre nous à la faculté de médecine. Et ce travail portait sur l'utilisation de la musicothérapie en soins intensifs à l'hôpital général de Douala. Et Dr Niba a réussi à montrer, en prenant 2 groupes de patients qui avaient les mêmes pathologies, que ceux qui écoutaient un certain style de musique distribué d'une certaine façon, à une certaine fréquence, avaient plus de bénéfices à un moment donné que les autres qui n'écoutaient pas cette musique, sous même maladie et même traitement. Et ce travail dont je vous parle a été présenté en thèse au mois de juillet d'il y a quelques semaines. Donc, c'est la preuve que, qu'on soit malade, grand, âgé, petit, blanc, noir, la musique a de l'effet. Il suffit de trouver le bon terrain et la bonne musique pour le bon terrain. Parmi les troubles que vous avez cités tout à l'heure, il y a un trouble en particulier, l'autisme. Vous ne l'avez pas cité tout à l'heure. Est-ce que la musicothérapie a des effets positifs sur des enfants qui sont... Énormes effets positifs, énormes. Par exemple, quels sont les énormes effets, parce que le patient qui souffre d'autisme est quelqu'un qui... alors, le mot autisme veut dire que on a un peu coupé de la communication avec les autres pour simplifier. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le rythme. Je reviens encore sur... il n'est pas dans le rythme des autres, qui a son rythme à lui. Et donc, on peut canaliser le rythme en allant le structurer à travers un style musical. C'est-à-dire qu'on a besoin que, pendant qu'on est tous assis, que la majorité des gens restent assis pour qu'on ne dise pas qu'on déborde. On a besoin que si on a dit 20 minutes, on reste dans les 20 minutes. On a besoin que si on dit debout, tout le monde est debout. Mais l'enfant autiste ou l'enfant qui a un trouble hyperactif avec déficit de l'attention, ils vont être dans un rythme qui est asynchrone par rapport à la majorité. C'est en ça qu'il dérange. Et la musique est quelque chose qui est capable de nous aligner. Parce que s'il n'entend pas le verbe, s'il ne voit pas l'attitude, il peut percevoir le rythme. Merci. Et donc, du coup, la musique peut être utilisée à ce niveau. Et je l'ai bien dit au départ, que tout peut être influencé.
Sauf que les plus influencés, pour vous répondre, c'est parmi les pathologies les plus fréquentes, c'est l'anxiété, la dépression, mais l'autisme, oui, je suis d'accord. D'accord. Donc ça veut dire que la musicothérapie change la personne, si on peut le résumer Oui, ainsi. forcément. La musicothérapie a son action. Et l'avantage, c'est qu'en plus, il n'y a pas de dépendance et il n'y a pas de risque d'accoutumance ou de, qu'est-ce que je vais dire de plus, et que les effets indésirables sont plutôt minimes. Moi, je pense qu'il faut s'y intéresser. Ça fait partie... Alors, vous allez croire quand on parle de musique, on parle de musique moderne. Mais attention, nos ancêtres, nos grands-pères, là, ils tapaient les tam-tams pour... voilà, ils arrivaient à faire des diagnostics avec le tam-tam. Si je tape et qu'un tel bouge, c'est qu'il peut percevoir ça. Oui. Et l'autre qui ne bouge pas, c'est qu'il est peut-être... voilà, il n'entend pas bien. Et que, Pas voilà, donc du coup, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde et qui est même peut-être plus vieux que la pharmacie et qui va peut-être accompagner la pharmacie dans ce que la pharmacie fait déjà de très bien. Bon, au niveau de l'efficacité de cette approche par rapport Oui. aux autres approches, les différentes approches qui existent, comment évaluez-vous cette efficacité? Est-ce que la musicothérapie est peut-être l'avenir du traitement psychiatrique des patients? Alors, pour parler de ça, moi, je vais éviter de mettre en opposition ou de mettre en concurrence les thérapies. Je pense qu'il faut voir ça dans la complémentarité. Et c'est d'ailleurs pour ça que la musicothérapie, comme d'autres thérapies, sont considérées comme des thérapies subsidiaires en ajout. Mais je pense qu'elles ne sont pas encore intégrées dans le champ comme il faut. Parce qu'il y a déjà très peu de personnes qui pratiquent, mais en plus, elles sont encore un peu. Mais je pense que c'est une complémentarité qui est plus que nécessaire. Ça va nous éviter d'avoir des gens dépendants d'autre chose. Et il est peut-être bien que l'hôpital, un jour, arrive à être hospitalier. Oui. Hospitalier comme pour dire qu'il reçoit et qu'il soutient, qu'il supporte, qu'il accompagne, pas seulement en donnant des médicaments, en mettant des lits, en faisant des barrières, mais en mettant quelque chose qui crée de l'ambiance et une ambiance qui soutient. Qui aide le patient, effectivement. Effectivement, oui. Maintenant, vous avez dit dans vos propos qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent cette thérapie à nos jours. Est-ce qu'il faut une formation spécialisée pour utiliser cette approche de musicothérapie? Est-ce que c'est une formation spécialisée ou bien dans le cursus de psychiatre, pour devenir psychiatre, on vous apprend ces différentes approches, parmi lesquelles la musicothérapie? La psychiatrie est une vision plus générale qui va donc toucher à tout, mais qui ne fait pas qu'on est spécialiste du domaine. Mais pour être musicothérapeute, effectivement, il faut faire une formation de musicothérapie. Il y a des diplômes universitaires et des masters qui existent pour cela. Mais disons que, étant donné que c'est quelque chose de naturel, on a la liberté, le droit de s'essayer, pas forcément en allant faire de thérapeute, mais en étant quelqu'un qui distribue du bonheur autour de soi, comme une thérapie préventive. Mais pour s'appeler musicothérapeute, il faut une formation qui est bien diplômante et qui est bien structurée, qui est connue et voilà. Ok, d'accord. Maintenant, si nous allons vers la fin de notre entretien, est-ce que vous pouvez regarder les familles qui nous regardent aujourd'hui, celles qui hésitent encore à se lancer dans cette nouvelle approche, bien vos collègues médecins, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui pour qu'ils commencent à adopter cette approche? Non, ce que je dirais, c'est que le soin est différent du traitement. Le traitement, c'est qu'on va aller essayer de bousculer en mettant des outils très hard pour aller enlever une maladie et la détruire. Et très souvent, on tombe aujourd'hui sur des souffrances qui ne sont pas forcément des maladies, mais également sur des maladies qui, à l'intérieur du module maladie, contiennent un module souffrance. Et donc, on ne va pas seulement rester à traiter les gens, on va faire du soin. Et prendre en soin, c'est soutenir, c'est créer une ambiance de bien-être qui fait que la personne, en guérissant, souffre moins. Et on sait bien qu'il y a des maladies dont on ne guérit pas. On a besoin d'avoir un espace où on souffre le moins possible. Et c'est en ça que la musicothérapie, comme d'autres thérapies, peut représenter une solution, puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est bio, c'est pas forcément coûteux. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se refuser à la nature, parce que l'artificiel, bien sûr que scientifique, a voulu piéger un peu notre façon de penser. Je pense qu'il faut mettre les deux ensemble et c'est dans la complémentarité que les deux vont nous apporter du bien. Je pense que la musicothérapie doit intéresser tout le monde. Ok, merci docteur Christian Ayoum pour cet entretien avec vous. Merci. Nous arrivons, mesdames et messieurs, au terme de notre entretien de la Voix des génies. Nous vous remercions pour votre écoute attentive et nous vous donnons rendez-vous pour plus d'actualités scientifiques sur nos différentes plateformes. Merci.